Mesdames et messieurs, bonjour et grand merci pour votre fidélité à l'émission Décryptage. Le Premier ministre Clément Mwamba a annoncé un plan de déconfinement progressif selon les localités et surtout les secteurs d'activité. L'enseignement étant un secteur assez important, nous recevons aujourd'hui M. Anatole Koliné-Makosso, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Avec lui, nous allons essayer d'évoquer les différentes péripéties de ce déconfinement, comment va se faire le déconfinement dans les écoles. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, monsieur Séverin. Et merci d'accepter notre invitation. Quand on sait que ces derniers temps, vous êtes au four et au moulin, parce que le 1er juin, c'est à ne pas rater. Pas du tout. Ce sera le 2 juin. Le 2 juin. Pour respecter le lundi de Pentecôte. Mais sinon, la rentrée, le retour effectif des élèves dans leur salle de classe est prévu pour le mardi 2 juin 2020. Monsieur le ministre, avant de revenir donc sur les activités du 2 juin, revenons un peu à... On vous a vu pendant le confinement faire les pieds et des mains pour essayer de sauver l'école. Vous avez adhéré à l'initiative de l'UNESCO qui consistait à encadrer les enfants à la maison, que vous avez appelé l'école à domicile. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer en quelques mots de cette expérience? La première leçon, c'est la capacité des autorités congolaises à réagir avec promptitude à une situation d'urgence. C'est pour montrer que l'impossible n'est pas congolais et que quelles que soient les situations qui peuvent survenir, les autorités congolaises ont une capacité de riposte qui puisse leur permettre de sauver le système éducatif. Parce que le gouvernement sait qu'effectivement, un moment d'interruption des cours dans un pays est un risque énorme pour l'avenir de nos enfants. Moins les enfants sont à l'école, plus vous avez des chances de les retrouver dans la rue comme des décrocheurs. Une deuxième leçon à tirer, c'est la capacité pour les enseignants de prendre à cœur et à bras le corps cette directive du gouvernement et de s'être investi à concevoir les cours, à les évaluer, à les valider et à les rendre disponibles, à les dispenser par les médias et à élaborer des cours polycopiés, des fascicules à mettre à la disposition de tous les élèves de la République en classe d'examen. Et là, il faut dire, monsieur le ministre, que vous avez fait face à beaucoup de défis, question d'électricité, question de technologie, mais apparemment, vous avez tenu bon. Oui. C'était des grands défis quand même. Oui, c'était de grands défis, mais la crise sanitaire, nous avons tout fait au niveau du gouvernement de pouvoir la transformer en opportunité. C'est-à-dire essayer de transformer les défis en opportunités. D'abord parce que cette crise sanitaire nous a permis de nous rendre compte de certaines défaillances de notre propre système, tant sur le plan sanitaire que sur le plan éducatif, parce que c'est une situation inédite et qu'elle nous arrive de cette manière. On pensait qu'on avait un système relativement bien. On savait qu'il n'était pas déjà très performant, qu'il s'agisse du système sanitaire, qu'il s'agisse du système éducatif. On ne va pas se mentir à soi-même, le gouvernement le sait. Oui. Mais on pensait qu'on pouvait tenir. Oui. Mais effectivement, avec cette crise et la façon dont elle s'est manifestée à travers le monde, ça a révélé beaucoup de nos défaillances. Parlant de l'électricité, parlant du numérique, nous avions évalué le fait. On s'est dit, la couverture médiatique dans notre pays a été peut-être évaluée à autour de 70 ou 75%. Vous l'avez à 80-90% dans les deux grandes villes et vous l'avez à autour de 10 à 20% dans les zones rurales. Couverture médiatique. On dit, si on peut par les médias donner l'enseignement à 70% de nos élèves, ce n'est pas déjà une mauvaise chose, parce qu'on est déjà au-dessus de la moyenne. On a évalué la couverture numérique. En zone urbaine, on est entre 60 et 70%. En zone semi-urbaine, on est autour de 42%. Dans les zones rurales, la couverture numérique est de 13%. Quand on fait la moyenne... Et dans certaines zones, parfois, on est proche des 0%. Voilà, on est zéro. C'est pour cette raison le réseau c'est pour cette raison que dans c'est les 13%. arbres. C'est-à-dire, quand on regarde tous les 10 départements de l'intérieur,
vous avez une couverture de 13%. Ça veut dire que vous avez des localités où c'est 0%, vous avez des localités où c'est 20%, vous avez des localités où c'est 25%. Donc, en moyenne, ça vous donne 13%. Et quand on fait l'évaluation d'ensemble, nous avons donc une couverture numérique de 54%. On s'est dit, OK, si en plus de 70% de couverture médiatique, on donne l'enseignement par voie numérique à 54%, et bien c'est déjà bien. On est toujours au-dessus de la moyenne, mais il y a toujours un gap. Et le gap en moyenne est au moins de 46%. Qu'est-ce qu'il faut? C'est pour cette raison que nous avons complété cela avec, on a complété avec les cours polycopiés. On dit... Mais quel est le retour que vous avez eu de tous ces colis que vous avez envoyés? On a vu que vous avez mobilisé les députés, les directeurs départementaux. Est-ce que c'est quand même arrivé ou bien finalement ça doit traîner dans les tiroirs de ces autorités Ah non, le retour que nous avons, c'est que les cours sont bien arrivés. Et si encore on ne l'avait fait que par le biais de nos préposés, de nos directeurs départementaux, de nos inspecteurs, on pouvait avoir un doute. Parce que, même techniquement, ça n'aurait pas été facile. Mon fonctionnaire, qui est inspecteur à Mosaka, il a une mobilité réduite. Il n'a pas tous les moyens pour venir prendre le cours à la direction départementale. Mais puisque son travail est soutenu par le député du coin, qui a une mobilité beaucoup plus facile, qui peut venir à Brazzaville, qui peut partir du chef-lieu de la cuvette, de Wando pour Mosaka. Donc, on a là plus de facilité que le cours pouvait arriver, et c'est le cas. Et quand le cours arrive à Mosaka, mon inspecteur à Mosaka a peut-être assez de difficultés pour joindre les directeurs d'école. Mais nous savons que quand un député arrive dans une localité, même ces militants qui sont dans le dernier village, ils feront tout pour venir croiser les députés dans la localité. Et par ce biais, c'est plus facile de faire parvenir le cours pour aller remettre au directeur de l'école qui est au fin fond du village de Mosaka. Donc, c'est pour cette raison que nous tenons à remercier tous les élus qui nous ont soutenus, qui ont accepté, qui ont adhéré à cette démarche, parce que je peux vous dire qu'ils ont été d'un grand apport. Et lorsque nous avons vanté cet apport des élus à l'Union africaine, lorsque nous avons eu la conférence des ministres du comité technique spécialisé, il y a même eu une recommandation que l'Union africaine a prise pour demander à ce que le travail de continuité pédagogique soit soutenu par les élus, par les cadres communautaires, les élus nationaux et locaux. On s'inspirait effectivement de cet exemple du Congo. Et je voudrais à cette occasion remercier tous les cadres, parce qu'il n'y a pas eu que des élus. Il y a des cadres qui se sont mobilisés. Je prends toujours le cas, le ministre Florent Tiba, directeur de cabinet du président, ce n'est pas un élu. Il est parmi les premiers à avoir fait parvenir les cours dans le district de Lekana, par exemple. Le ministre Mabundu, qui n'est pas élu, mais qui, avec nous, a tout fait pour faire parvenir les cours dans tout le département de la Bouenza. On peut citer bien d'autres, hein, mais je ne prendrai que ces deux. Ce qu'on n'aurait pas réussi à faire aussi facilement si on ne s'était contenté que des voies officielles. Les préfets, les sous-préfets se sont impliqués et je tiens à ce net moment à remercier tous ces hauts cadres. Monsieur le ministre, techniquement, comment ça va se passer avec déjà, je crois, les 2 mois de cours pendant le confinement? Le cours va reprendre d'ici là. Comment va se faire la jonction entre les cours qui ont été enseignés à travers les médias et les polycopiés et le reste du programme? Qu'est-ce qui va se passer techniquement? Alors, on va donc passer d'un système alternatif de formation à un système additionnel. L'éducation non formelle par laquelle nous avons mis en œuvre ce programme d'école à domicile de continuité pédagogique va se poursuivre, cette fois-ci, non pas pour remplacer l'éducation formelle qui était fermée du fait de la fermeture, qui était arrêtée du fait de la fermeture, mais pour compléter l'éducation formelle. De quelle manière? Voyez-vous, nous n'aurons que 45 jours de cours. Dans ces 45 jours, l'enseignant doit réviser les notions des 2 premiers trimestres. Il doit donner aux enfants les notions nouvelles au titre du 3e trimestre. Il doit évaluer les enfants. Il n'aura peut-être pas assez de temps. Nous avons des classes pléthoriques. Mais il est avantagé cette fois-ci parce que l'enfant vient à l'école avec son cours polycopié. Donc vous voyez, ça devient un complément, c'est additionnel. Il y a une valeur ajoutée, ce qu'on n'avait pas par le passé.
Ça va permettre à l'enseignant... À Brazzaville, vous avez aussi distribué des cours? Ah oui, cette semaine, à partir de la semaine prochaine, on vient de finir là à peine avec Pointe-Noire, et à partir de la semaine prochaine, Brazzaville aura tous ses cours. Voilà. Donc, l'enfant qui va venir en classe, il a déjà son cours. Le professeur n'a plus besoin de dicter le cours. Il n'a plus besoin de le reproduire au tableau pour que l'enfant copie. Il gagne en temps. Parce qu'il va simplement expliquer et utiliser le plus de temps aux exercices pratiques. Il va participer aux visioconférences, parce que tous les samedis et dimanches, nous avons les visioconférences. Les élèves qui sont connectés sont en contact avec les enseignants. Ils posent toutes les questions aux enseignants sur ce qu'ils n'ont pas pu comprendre dans leur cours. Donc, nous allons continuer avec le cours en numérique. L'enfant qui a le cours, il sait qu'il peut aller sur le site du ministère. Il peut télécharger une vidéo sur YouTube. Le cours qu'il vient de voir avec le professeur, il veut le réécouter parce que quand il va à la maison, habituellement, il ne réécoute pas le professeur. Le professeur a fait son cours dans la salle de classe, il y avait même du bruit, à peine si l'enfant a suivi les explications. Il va réécouter un professeur... Ça c'est toujours pour Brazzaville et Pointe-Noire, parce que les autres, ils n'ont pas les moyens technologiques. C'est possible, oui. Mais puisque vous parlez de Brazzaville et Pointe-Noire, je vous rappelle que Brazzaville et Pointe-Noire regorgent au moins 70% de la population scolaire. Voilà, les candidats que nous avons, au baccalauréat par exemple, si j'ai 70 000 candidats au baccalauréat, Brazzaville et Pointe-Noire ont au moins 50 000. Voilà. Donc si nous pouvons réussir déjà à donner à ces 50 000 candidats de Brazzaville et Pointe-Noire tous ces moyens, ben on peut supposer qu'on peut avoir de bons résultats. Vous me direz, ça cause préjudice certainement aux autres. Un peu de l'injustice. Non. Dans tout le système éducatif, vous avez toujours des gens qui sont privilégiés, qui ont plus de faveurs. Nous allons tous à l'école, mais n'avons pas tous les manuels. Il y a à qui les parents achètent des manuels, d'autres n'en ont pas. Mais cela ne veut pas dire que ceux qui n'ont pas eu de manuel seront forcément moins intelligents que les autres. Tout dépend de la capacité que vous avez à exploiter les enseignements qui sont mis à votre disposition. Et celui de l'intérieur, qui n'a pas le YouTube, mais il a la possibilité de voir son enseignant, puisqu'ils sont tous dans la même localité. C'est différent. Imaginez quelqu'un qui est à Makoti Poko, qui est au lycée de Makoti Poko, au CG de Makoti Poko, mais il sait que son enseignant habite là-bas. Il peut aller le voir. Ce n'est pas le cas de Brazzaville. L'élève qui est à Savorgnan de Brazza, son enseignant vient parfois d'un Combo. Il va le voir comment? Voyez-vous? Donc, partout, il y a des avantages et des inconvénients, il y a des forces, il y a des faiblesses dans tous les systèmes. Si on peut réussir à améliorer, à renforcer les capacités d'apprentissage de 70 à 80% de nos élèves, ce n'est pas déjà mauvais, sans négliger les 20% et trouver donc d'autres formules pour les 20%, et c'est ce que nous faisons. Vous suivez et vous comprenez finalement que nous sommes déjà passés à l'étape où nous allons parler de ce qui va se passer à partir du 2 juin. Et la question a été charnière pour Monsieur le ministre, et nous revenons à vous donc. Lesquels qui vont à l'école le 2 juin? Les élèves des classes de fin de cycle. CM2 pour le cycle primaire, 3e pour le secondaire premier degré, terminale pour le secondaire second degré. C'est-à-dire tous les élèves qui vont faire les examens d'État. Et quelles sont les dispositions qui sont prises pour mettre les enfants à l'abri? Ça, c'est vraiment, les parents s'inquiètent pour envoyer les enfants à l'école, pour mettre les enfants à l'abri du virus. Tout ce que nous sommes en train de faire est tributaire de l'autorité sanitaire, dépend de l'analyse de l'autorité sanitaire. Et vous nous avez vu tenir une réunion avec Madame la ministre de la Santé et les cadres du ministère de la Santé, notamment ceux du comité technique de riposte. Nous étions convenus d'un protocole, nous sommes convenus d'un protocole sanitaire. Ils nous ont fait part des exigences qui étaient les leurs pour permettre la réouverture des écoles, et nous leur avons aussi exprimé les besoins qui étaient les nôtres. Donc, nous avons défini un protocole et l'école va fonctionner sur la base de ce protocole sanitaire. Et ce protocole définit donc toutes les conditions optimales pour mettre les enfants à l'abri de la contamination. Et s'il faut donner les grandes lignes de ce protocole, d'abord la désinfection de tous les établissements scolaires, parce que non seulement qu'il faut pulvériser, il faut plutôt désinfecter avant la réouverture des classes, mais il faut désinfecter au moins 2 fois par semaine. Alors pendant les 2 mois, on ne va pas tout le temps appeler le service d'hygiène,
Nous avons donc formé notre personnel à l'utilisation des appareils de désinfection et chaque établissement est doté de ces équipements. Tout au moins, les établissements des 2 grandes villes qui constituent l'épicentre de la propagation de la pandémie. Donc, il y a ce travail de désinfection, il y a ce travail de lavage de mains en permanence, et nous savons que nous avons des écoles qui n'ont pas d'eau du tout, voilà, qui n'ont même pas de points d'eau. Nous avons par sécurité mis dans chaque établissement scolaire de Brazzaville et chaque établissement scolaire de Pointe-Noire des cubitonnaires, des cuves d'eau. Nous travaillons avec le ministère de l'Intérieur qui a instruit la sécurité civile pour alimenter en permanence ces établissements, donc remplir ces cuves toutes les semaines pour que les enfants aient de l'eau en permanence. Voyez-vous, donc c'est de l'eau chlorée. Vous voyez que s'agissant des mesures barrières, conformément au protocole sanitaire, le ministère de l'Enseignement a déjà pris les dispositions. Il faut que les enfants et les enseignants aient des masques. Le ministère de la Santé va fournir les masques à tous les élèves, à tous les enseignants, pour que vraiment toutes les mesures barrières, toutes les mesures de sécurité, toutes les mesures d'hygiène soient garanties. Mais on reste quand même aussi sur les défis. Peut-être je ne vais pas vous couper sur la dernière idée que vous êtes en train de développer, mais il y a quand même un défi aussi sur les pléthores des salles de classe. C'était justement le dernier point. Merci, on sent que vous nous suivez de près. Vous suivez de près la situation de l'école. Nous avons effectivement des classes pléthoriques, surtout dans les grandes villes. Et bien, ces classes doivent être scindées pour être conformes au protocole sanitaire. Nous ne devons pas avoir plus de 50 élèves par classe. Donc, alors que nous avons des classes de 120, 180 élèves, nous avons donc instruit les chefs d'établissement, qui ont d'ailleurs commencé, ils n'ont même pas, dès qu'ils ont écouté le Premier ministre, ils ont déjà pris les dispositions, et je voudrais les en féliciter, ils ont déjà pris les dispositions pour repartir les élèves par classe. Donc une classe de 120 élèves est scindée en 3 pour avoir des classes de 40 élèves chacune. Et voilà. Et on a l'avantage, puisque les élèves des classes intermédiaires ne viendront pas à l'école, donc nous aurons des salles de classe salles vides, mais peut-être que vous allez créer un autre problème. Il va vous manquer les enseignants, peut-être. En effet, les enseignants, nous prendrons déjà les enseignants qui prenaient les classes intermédiaires, qui sont en train de suivre déjà une formation, peut-être pas une formation, enfin, des ateliers de remise à niveau, parce que la discipline, ils la maîtrisent. Si je suis professeur de mathématiques du collège, même si je n'ai pas pris les classes de 3e, mais je sais quel est le programme de la classe de 3e. Mais il devrait leur manquer quand même quelques réflexes pour les élèves en classe d'examen. Donc, ils ont eu une semaine de mise à niveau pour qu'effectivement, ils soient capables d'occuper les élèves en classe de 3e, en sachant qu'ils travaillent en groupe de recherche pédagogique. Il y a un chef de département. Donc régulièrement, ils se retrouvent pour consolider leurs acquis, leur savoir, leurs connaissances et permettre une transmission aisée de ce savoir aux enseignants. Il y aura toujours quelques difficultés. Hein. Vous savez, comme je l'ai dit, c'est une situation inédite. On n'a jamais été confronté à une épreuve aussi rude. Il peut y avoir quelques ratés, mais au fur et à mesure, on va les corriger. Et nous en appelons d'ailleurs à tous les cadres où qu'ils se trouvent, surtout nos cadres, nos collègues enseignants à la retraite, qui ont fait valoir leur droit à la retraite, ils vont être réquisitionnés. Partout où il nous manquera des enseignants, ben on voudra les appeler pour qu'effectivement ils viennent apporter leur contribution. Il faut que tout le monde soit là, au lieu de passer le temps à critiquer. Je vous ai suivi à Mindouli. Vous étiez en train de dire, au lieu de passer le temps à critiquer sur les réseaux sociaux, c'est mieux de mettre la main dans la pâte. C'est ça, c'est là qu'il faut le faire. Voilà. Les cadres qui ont des inquiétudes, qui se rapprochent du ministère pour avoir des réponses à leurs inquiétudes. Et s'ils ont des propositions, il n'y a pas de problème, nous sommes ouverts. Là, on sait ce qui va se passer. Les examens auront... Est-ce qu'on a une date un peu approximative, ou ne serait-ce que le mois? L'autorité pédagogique, les inspecteurs sont en train de travailler. Il est possible que nous ayons les examens d'État à partir de la deuxième quinzaine de juillet, parce que la répartition du temps est faite de telle sorte que dès la reprise, la première semaine est consacrée à la prise en main des élèves. N'oubliez quand même pas que la crise sanitaire que nous traversons a causé beaucoup de traumatismes. Il faut reprendre en main les élèves, il faut
élever leur conscience, il faut gérer les rapports psycho-affectifs. Il y en a qui ont perdu peut-être des êtres chers pendant cette période. Il y en a qui ont eu des cas de maladie dans la famille. Mais même s'ils n'ont pas connu tout ça, même s'ils n'ont pas eu de mort, s'ils n'ont pas eu de malade... Le confinement lui-même aussi... Le confinement lui-même et les exigences que cela comporte. Voilà, dire à un enfant de ne plus saluer ses amis, de ne pas aller jouer, de ne plus avoir des jeux collectifs, de ne même pas faire une bise à ses parents. C'est des choses auxquelles nos enfants n'étaient pas habitués, ils ne savent pas ce que c'est. Donc c'est tellement traumatisant. Voir un matin, vous vous levez, vous êtes obligés chacun d'avoir un masque dans la maison. Mais après, on va prendre une autre semaine pour les révisions des cours du premier et deuxième trimestre, pour évaluer ce qu'ils ont appris au travers de l'école à domicile. Et les 3 prochaines semaines, donc à partir de la 3e semaine jusqu'à la 5e semaine, ce sera consacré aux nouvelles notions, aux nouveaux objectifs généraux et spécifiques du 3e trimestre qu'on n'avait pas vu jusque-là. Et après, nous avons la 6e semaine pour les évaluations préparatoires, donc le CEP blanc, le BPC blanc, le bac blanc, et ça nous ramène jusqu'au 12 juillet pratiquement. Et à partir du 14 juillet, la semaine du 13 au 20, nous avons par exemple le certificat d'études primaires élémentaires. La semaine après le 20, nous aurons certainement le baccalauréat. Et en début août, pour terminer avec le brevet d'études du premier cycle. Voilà. Ça veut dire que ça va aller très vite, mais après, il y a la rentrée qui va arriver aussi. Et puis, il y a ceux qui ne vont plus repartir à l'école. Comment ça va se passer le mois de septembre? Mais pour vous dire qu'à partir de maintenant, mes pauvres enseignants, mes très chers enseignants n'auront pas de repos. Parce que, en ce moment, déjà, dès que les cours vont commencer, les cadres de l'Institut national de recherche et d'action pédagogique, les inspecteurs pédagogiques, les professeurs, les chefs de département sont déjà en train de concevoir les cours des élèves des classes intermédiaires. Jusque-là, nous n'avons rendu les cours disponibles que pour les classes d'examen. Mais ces enfants qui ne reviennent pas à l'école, comme vous le dites, il était en première, il va passer en terminale. Ok, même si on a dit que son passage est acté sur la base des résultats de ces 2 premiers trimestres, mais il ne faut pas qu'il se retrouve en terminale avec un gap de connaissances. S'il n'a pas fait le 3e trimestre de première, il peut être perdu en terminale. Nous avons l'obligation de lui faire parvenir son cours du 3e trimestre à la maison pour qu'il continue le programme de continuité pédagogique. Vous voyez donc que ce n'est pas un programme qui s'arrête. Et là, ça va jusque dans les écoles privées. Oui, non, mais c'est toujours jusque dans les écoles privées. La seule différence, c'est que, même d'un point de vue pratique, nous préférons donner à chaque promoteur de l'école privée de multiplier le cours que nous lui remettons pour ses élèves. Voilà, parce que nous n'aurons pas les capacités, même en temps, même si on peut avoir même si par miracle, on peut avoir les ressources financières, mais en termes de temps, on ne réussira pas à en faire autant pour le privé. Parce que, vous voyez, par exemple, pour réussir les cours pour les élèves de l'école publique, pour remettre les cours polycopiés, ça nous a pris pratiquement 2 mois. On a commencé le 26 mars. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore remis à tout Brazzaville. Ça, c'est le public. Le privé a au moins 42% de nos effectifs. Donc, si 52% nous auront pris 2 mois, pour couvrir pour le privé, il nous faudra encore 2 mois supplémentaires. On perd du temps. C'est pour cette raison que nous avons décentralisé. On a dit, donnez-nous la possibilité de nous occuper du public. On vous donne le cours, mais que chaque école privée multiplie pour ses élèves. Donc pendant ces vacances-ci, les élèves qui étaient en classe intermédiaire vont avoir les cours qu'ils n'ont pas pu avoir le 3e trimestre. Ils vont les lire déjà pour se préparer au passage à la classe supérieure dans laquelle ils seront, mais aussi pour aider ceux qui n'ont pas pu avoir la moyenne au titre des 2 premiers trimestres, qui ont une moyenne entre 8 et 9,99, et qui voulaient à tout prix se rattraper au 3e trimestre. Donc, imaginez cet enfant qui va échouer au motif qu'il n'a pas eu la moyenne au titre des 2 premiers trimestres. Alors que lui, il sait que son évaluation, c'est sur 3 trimestres. Oui. Si vous vous arrêtez à ceux qui sont admis au titre des 2 premiers trimestres, donc vous avez sacrifié l'intérêt supérieur de l'enfant. Vous lui avez causé préjudice. Et le gouvernement ne veut pas être auteur. C'est pour cette raison que le Premier ministre a dit, pour les autres, les cours reprennent en septembre. Lesquels viennent en septembre? C'est ceux-là qui voudraient bien se rattraper,
Il y en a qui peuvent dire, bon, moi, c'est pas grave, je vais reprendre la classe, c'est pas un problème. OK, c'est son choix. Monsieur le ministre, on va terminer avec deux défis. Là, vous déclinez un peu tout le programme. Il est très serré pour vous. Mais souvent, à la rentrée, c'est des problèmes qui se posent. Je vais commencer par celui des structures et des équipements, donc les tables-bancs. C'est vrai qu'à notre plus grand bonheur, quand je passe devant l'inspection générale de l'enseignement, je vois les ouvriers en train de travailler, les tables-bancs qui sont en train de s'entasser. Mais le déficit est quand même criard, autour peut-être de 150 000 tables-bancs encore manquant dans vos écoles. Est-ce que ça va changer quand même cette année? Ou bien on trouvera toujours les enfants, surtout à l'école primaire, assis par terre à la rentrée? Je ne sais pas si vous avez encore trouvé cette année des enfants assis par terre dans nos établissements scolaires. Ça m'étonnerait. Si nous avons des classes pléthoriques, c'est plutôt lié au manque d'enseignants. Voilà. On n'a pas assez d'enseignants, on n'a pas parfois assez de salles de classe, c'est possible. C'est pour cette raison que vous retrouvez des classes pléthoriques. Souvent, 5 enfants assis voilà, sur la main. Mais ce n'est plus, et les autres assis par terre devant l'estrade. Mais parce que la capacité d'une salle de classe, une salle de classe maximum, selon les normes, c'est 63 mètres carrés. C'est 9 sur 7. Et un élève a le droit à 1,50 m d'espace, 1 mètre carré 50. Ça veut dire que pour des classes de 60 mètres carrés, si un élève doit avoir 1 mètre carré 50, vous ne devez avoir maximum que 40 élèves. 40 élèves, ça veut dire que ce sont des classes qui sont conçues pour avoir maximum 25 tables de Donc souvent on a le triple. Or, vous êtes obligé, même si vous avez des tables-bancs, vous n'allez pas mettre 100 tables-bancs dans une salle de 63 mètres carrés. Vous êtes limité à ce niveau. Vous mettrez nécessairement 40 tables-bancs, en dépassant un peu, mais si vous avez 100, donc vous aurez 3 enfants assis sur une table-banc, et les autres qui n'ont pas de place, ben ils vont s'asseoir sur l'estrade. Où voulez-vous qu'ils aillent? S'il n'y a pas d'autres classes supplémentaires, voilà. Mais vous n'avez pas ça partout. Vous n'avez pas ce problème-là au lycée de la Révolution, là où nous sommes par exemple. Vous n'avez pas ce problème à Gampo et l'autre. Voilà. Donc, des nouveaux lycées qui ont été rénovés. Voilà. Et c'est pour cette raison que chaque fois que nous reconstruisons de nouveaux lycées, ben nous nous arrangeons à créer vraiment de l'espace pour que les établissements aient des effectifs appropriés, pour qu'on n'ait plus à subir tout le temps cela de la part des gens qui oublient que c'est aussi un contexte. Voilà, la démographie est forte, je vous l'ai dit. Nous avons une population scolaire de plus de 1 400 000. C'est pratiquement le tiers de toute la population. Eh bien, vous imaginez, c'est pas rien. Et même si l'État avait de l'argent pour construire de nouveaux établissements, on les construirait où? La densité qu'il y a dans nos quartiers. Ça veut dire qu'il faut exproprier les populations. Voilà. Donc, il y a tout ça. Monsieur le ministre, un autre problème, peut-être pour terminer, un autre défi qui se pose souvent à vous pendant la rentrée, c'est le déficit en personnel enseignant. Vous traînez peut-être aujourd'hui un déficit de quelques 21 000 profs qui manquent, enseignants qui manquent. Mais vous avez trouvé peut-être un palliatif. Vous avez envoyé des jeunes aujourd'hui sur le terrain qui travaillent avec la bourse, mais tout le temps qu'ils reviennent vous mettre un peu de bruit et tout. Est-ce que cette année quand même aussi, vous pensez régler ces problèmes quand même? Bon, il y a un programme d'intégration, un programme progressif d'intégration. On a commencé avec cette année. Tous ces jeunes qui ont accepté d'être volontaires, il y en a dont la situation va être régularisée cette année. Le gouvernement a prévu quelques vagues d'intégration à la fonction publique. Ce n'est pas de grandes quantités, mais ce n'est pas déjà rien. Un millier au titre de 2020, un millier certainement au titre de 2021, ainsi de suite. Mais il y a aussi que, ça nous permet, quand on a intégré cela, ça nous permet de recruter d'autres volontaires. Il s'agit quand même des gens qui sont sortis des écoles de formation, donc on peut déjà les déployer sur le terrain. Et nous veillons à ce que leur situation puisse s'améliorer de temps en temps. Ceux-là, effectivement, avaient quelques retards de bourse, mais qui venaient d'être corrigés, rattrapés. Et la chose qui est certaine, c'est que malgré quelques retards, c'est une bourse qui passe. Donc, ce qui compte pour eux, c'est de s'assurer qu'ils ne sont pas dans une situation aussi précaire que les prestataires. On a connu dans ce pays le paiement de retard des soldes d'activité. Voilà.
Donc ça, c'est pas... Mais la situation qui est aussi plus difficile, c'est celle des prestataires, c'est celle des bénévoles, qui se sont, au départ, bénévoles ou prestataires ou vacataires. Eh ben, c'est un contrat, c'est à la tâche. Vous avez prêté des services, on a trouvé quelque chose à vous donner, il n'y a pas d'autres obligations. Mais étant entendu qu'il y a longtemps qu'ils exercent cette activité, ils se sont privés d'autres activités qu'ils auraient pu avoir. Donc ça devient une lourde responsabilité pour l'État qui a l'obligation de régulariser aussi leur situation par une intégration à la fonction publique. Voilà. Ça se fera, ça? Eh bien, ça se fera, puisque chaque fois qu'on nous donne un quota, on réserve toujours un quota pour cette catégorie. Alors, Monsieur le ministre, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Peut-être nous n'allons pas nous séparer sans vous donner une minute peut-être pour vous adresser aux parents d'élèves qui vont envoyer les enfants à partir du 2 juin. La peur dans le ventre par rapport au virus et tout. Vous avez peut-être une minute pour vous adresser aux parents. Merci. Justement les rassurer de ce que le gouvernement est en train de réunir toutes les conditions pour que les enfants puissent reprendre leurs cours sans trop d'inquiétude. De la même manière, le gouvernement s'engage, en reprenant ces enfants, les ramenant à l'école, de garantir leur sécurité en mettant au point tous les mécanismes et tous les dispositifs d'hygiène, de sécurité, pour qu'ils ne viennent pas prendre le virus à l'école. Mais surtout, dire un mot aux enseignants, les encourager, les féliciter pour leur patriotisme, pour leur dévouement, et malgré tout, de s'être rendus disponibles à venir donner les cours. Rassurer aussi une catégorie d'élèves, ceux de l'alphabétisation et des rescolarisations, qu'ils ne seront pas abandonnés parce que le programme de continuité pédagogique va se poursuivre. Ceux qui n'ont pas encore eu leur cours, ils vont les avoir en cette période de confinement. Ceux qui ne pourront pas justement intégrer les classes spéciales que nous allons créer pour ceux de la rescolarisation, ils pourront continuer à recevoir leurs cours à la maison, se former et se préparer pour leurs examens. Merci, mesdames et messieurs. C'est la fin de cette émission. Prudence, attention, le virus circule toujours. Restez chez vous si vous n'avez rien à faire dehors. Au revoir et à la prochaine occasion.